Maintenant, l'anthropologie est une science, mais avant que se développe la science sociale de l'anthropologie, les philosophes ont appelé anthropologie philosophique les questions fondamentales qui portent sur l'être humain. Anthropologie vient de anthropos et anthropos signifie humain. En anthropologie philosophique, on s'est demandé, est-ce qu'il y a une nature humaine? Qu'est-ce que c'est un humain à la base? Est-ce qu'un humain, c'est fondamentalement méchant? Il y a des philosophes qui ont dit « Ouais, les humains, c'est fondamentalement méchant, puis il faut vraiment les éduquer, puis leur mettre des lois pour les rendre gentils. » D'autres philosophes, comme Rousseau, ont dit « Non, l'humain est fondamentalement bon. Le bébé qui naît, le sauvage qu'on a découvert en Amérique, il est bon. Et c'est notre société, c'est la société, la civilisation qui corrompt. L'humain devient méchant parce que sa société le corrompt. » Alors, sur les questions de la nature humaine, est-ce qu'un humain est bon? Est-ce qu'un humain est mauvais à la base? Ou encore, si on dit qu'il n'y a rien à la base, qui est un être libre et plastique, c'est-à-dire qu'il va devenir ce qu'on va en faire de lui, qu'un humain, c'est pas aussi déterminé qu'un animal, ou beaucoup moins, c'est beaucoup plus libre qu'une plante dans son développement, en tant qu'être vivant, eh bien, ce qu'on va devenir, c'est ce qu'on va faire de nous. Ça, c'est une autre conception de l'être humain comme être plastique. Plastique, ça veut dire pas le plastique de mon ordinateur. Plastique, ça veut dire que l'humain peut bouger, peut se transformer, qui n'est pas figé, fixé comme une roche qui est là. Margaret Mead, qui est ici, est une anthropologue, c'est une scientifique. Elle s'est promenée, notamment dans le cadre d'une étude célèbre sur la sexualité. Elle s'est promenée en Océanie et elle a visité toutes sortes de peuplades qui vivent encore dans la tradition orale, certains vont dire primitif, mais c'est pas vraiment un bon mot, qui vont encore être selon le mode de vie paléolithique, avec des sociétés qui vivent en petits groupes et sur la base d'une tradition orale. Elle a visité 3 peuplades sœurs. Pourquoi on dit sœurs? C'est que le même code génétique est là, c'est juste que ce sont des populations qui se sont développées sur des îles séparées et qui, n'ayant pas eu de contact, ont développé des cultures très différentes. Première population qu'elle découvre, les Arapèches. Elle rencontre un peuple pacifique. Les femmes sont tendres, pleurent, prennent les bébés, allaitent longuement, tendrement. Et elles sont douces, gentilles et extrêmement câlineuses. Les hommes, ils pleurent, ils sont tendres. Ils prennent les bébés longuement, ils sont doux, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes chez les Arapèches. C'est un peuple pacifique, aimant, émotif, et il n'y a pas de différence entre les sexes. Elle change d'île, elle découvre la population des Mundugumors. Alors là, chez les Mundugumors, l'homme est fort, agressif, violent, chasseur de tête, cannibale, guerrier. La femme? Agressive, cannibale, chasseur de tête, guerrière. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les deux sont durs. Les femmes n'allaitent pas leur bébé longtemps. Elles l'allaitent comme ça d'un bord, puis ils le laissent tomber. Donc le bébé doit s'accrocher, puis téter le plus vite possible, puis avant d'être remis dans sa espèce de couchette. Donc, c'est un peuple, une population qui a développé des traits agressifs, des traits guerriers, très dure, très peu émotive, et il n'y a aucune différence entre les sexes. Elle a trouvé ça vraiment intéressant parce qu'aux États-Unis, puis bien sûr ailleurs en Occident, souvent les femmes étaient considérées comme des êtres émotifs, tendres et doux, hystériques, et les hommes, rationnels, froids, agressifs, courageux, guerriers, etc. Donc, elle a trouvé ça intéressant de voir que il n'y avait pas une nature féminine et une nature masculine. Elle est allée voir la 3e peuplade et elle a découvert cette fois un peuple qui était divisé, qui était différent selon les sexes. Mais ce qui est particulier, c'est que c'était l'exact contraire de la société américaine. C'était les femmes qui avaient la tête froide, rationnelle, etc., qui prenaient les décisions, qui dirigeaient leur monde. Et c'était les hommes qui pleuraient, qui étaient émotifs et qui prenaient soin de la dimension affective du groupe. Alors après avoir vu ça,
autant de différences, Margaret Mead nous ramène un questionnement fondamental. Y a-t-il vraiment une nature humaine, une féminité, une masculinité? Et dans le fond, si on réalise à quel point on est construit par notre culture, construit par la façon dont on est élevé dans notre enfance, eh bien, on se rend compte qu'on a un pouvoir sur nous. Si ce que nous devenons comme personnalité est à ce point influencé de l'éducation qu'on aura reçue dans notre culture, dans notre enfance, ça veut dire qu'on a un pouvoir sur le genre d'être humain, le genre de personnalité qu'on peut créer. Et ça, les experts en sciences sociales l'ont compris. Et à partir de là, ils ont décidé de favoriser certaines personnalités plutôt que d'autres. Alors, une question en anthropologie philosophique. Quelle personnalité devrait-on favoriser pour la vie aujourd'hui? Et aussi, est-ce qu'on a intérêt à standardiser tout le monde de la même façon? Ou est-ce qu'on ne devrait pas diversifier les personnalités pour avoir une plus grande richesse et une plus grande diversité dans le monde? Ce sont des questions d'anthropologie philosophique. Vous avez le texte complet de l'étude de Margaret Mead, qui est un extrait de son voyage « Mœurs et sexualité en Océanie ». Pour finir, vous avez remarqué qu'on va souvent chercher en philosophie, on part des données de la science. On va aller se nourrir chez les psychologues, les anthropologues, en sciences de la nature, en sciences physiques. On va aller chercher les connaissances scientifiques et on va partir de là et on va se questionner à partir de là. À partir de ce qu'on sait scientifiquement maintenant et en sachant que tout ça peut changer, évolue avec le temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit favoriser? Ça, c'est pas écrit scientifiquement. Ça se trouve pas scientifiquement, ça, le bien, le mieux, l'idéal. Alors, en philosophie, on part des informations qu'on a, on se dit, mon Dieu, hommes et femmes, finalement, les femmes sont pas émotives naturellement, puis les hommes agressifs naturellement, là, c'est parce qu'ils ont eu une éducation comme ça, qu'ils sont devenus comme ça. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on continue à élever nos enfants séparément comme ça? Est-ce qu'on n'essaye pas de trouver une éducation qui développe l'ensemble de leur personnalité? Alors, vous voyez que les sciences et la philosophie travaillent ensemble, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même moment. La science a besoin de la philosophie pour orienter le sens, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien, etc. C'est pas écrit, ça se trouve pas scientifiquement. Et la philosophie, elle, pour bien réfléchir, a besoin de la science qui produit des observations valables, des analyses valables, des théories sur les phénomènes. Et ensuite, ensemble donc, les sciences et la philosophie, en travaillant ensemble, permettent d'essayer de rendre cet humain meilleur